Donc, rebonjour à vous tous. Je remercie tout d'abord la STGO, le président ainsi que les membres de la STGO de m'avoir invité au 32e congrès de la STGO et de m'avoir donné la chance de vous parler de la problématique de la rupture prématurée des membranes, qui est un sujet obstétrical, qui est un sujet toujours d'actualité. Et je vais essayer d'annoncer la couleur parce que je vais voir un petit peu survoler tous les problèmes de cette rupture prématurée des membranes. Et pour commencer, bien sûr, on va définir, ça ne marche pas. Ça va. Alors, c'est quoi cette rupture prématurée des membranes? C'est une rupture spontanée des membranes fœtales qui sont l'amnios et le chorion, survenant avant le début du travail et avant 37 semaines d'aménorrhée. Comme vous voyez sur le schéma, dommage, il n'y a pas le curseur, donc on a le chorion qui est au niveau de la face maternelle, l'amnios en regard de la face fœtale, et tous les deux, ils constituent la paroi de la poche des os. Placenta, cordon, chorion, amnios, liquide amniotique constituent l'annexe fœtale. Mais la distinction, elle est toujours difficile entre une rupture prématurée des membranes avant terme qui est rapidement suivie d'un travail ou bien une rupture des membranes qui survient au début de la dilatation. Alors, la plupart des auteurs choisissent de fixer un délai, ce délai de latence. On va parler longuement sur ce délai, qui varie de 1 à 24 heures entre la rupture des membranes et le début de travail, ou entre la rupture et la naissance. Et j'annonce la couleur. On dit que ce délai est physiologique quand il est de 12 heures à terme. Actuellement, en 2020, le collège nous a mis la puce à l'oreille. Il nous a parlé de la rupture des membranes à terme, qui est une définition, c'est une rupture des membranes après 37 semaines. La rupture des membranes à terme avant travail, qui est une rupture des membranes après 37 semaines en l'absence de travail. Et nous savons que cette RMTAT, elle est considérée comme physiologique si le délai il est de 12 heures. D'accord? Donc ça, c'est la nouvelle classification pour les RPM à terme. Donc la composition des membranes, l'amnios, il est constitué de 5 couches qu'on va visualiser ensemble et le chorion, il est constitué de 3 couches. Alors, l'amnios, il contient une couche épithéliale, une membrane basale, une couche compacte, la couche fibroplastique, la couche spongieuse, et le chorion, il contient une couche réticulaire, une membrane basale et le trophoblaste. Et vous savez, ces 5 couches constituent la résistance de cette membrane fœtale qui va être agressée et on va avoir alors la rupture. La fréquence globale de la rupture prématurée avant terme, elle est de 1 à 4,5% des grossesses. Les données de l'enquête française nationale pour la RPM avant 37 semaines, il rapporte une fréquence à 2 à 3%. Et avant 34 semaines, elle est faible quand même, elle est moins de 1%. Et cette fréquence de la rupture prématurée des membranes, elle augmente tout au long de l'augmentation de l'âge gestationnel. Et bien sûr, les grossesses multiples, ils sont plus favorisés à avoir des RPM que les grossesses monofœtales. Ces membranes, amnios et chorion, donc, contiennent des collagènes, des fibroblastes qui sont liés entre eux et ça constitue ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et cette matrice extracellulaire, elle est à l'origine de cette résistance des membranes. Et lors de la diminution sous plusieurs facteurs qu'on va voir ensemble, il y aura une diminution de la sécrétion de ces collagènes, de ces fibroblastes, etc. Et alors, cette membrane, elle est agressée et elle peut se rompre. Finalement, les contractions utérines ne suffisent pas à elles seules de rompre les poches. Et pour la prédisposition génétique, c'est seulement la maladie d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie génétique au niveau de la constitution du collagène, qui sont un facteur de risque de rupture prématurée des membranes. Alors, la rupture prématurée des membranes, c'est une fragilisation progressive sous l'effet des facteurs infectieux qui vont exprimer les métalloprotéinases ou autres enzymes qui vont dégrader cette matrice extracellulaire responsable de la résistance de ces membranes. Et cette infection, elle est surtout par voie ascendante et elle est colonisée avec colonisation de la décidue, puis le trophoblaste, puis les couches réticulaires, etc., depuis le canal cervical, et ça va favoriser des réactions inflammatoires en contact des membranes, et d'où on demande, nous, à nos patients de faire ce prélèvement vaginal pour détecter ces infections qui sont à bas bruit et qui peuvent favoriser des ruptures prématurées des membranes.
pas que les facteurs infectieux, il y a aussi les facteurs toxiques comme le tabac, la cocaïne, la dénutrition aussi, qui sont responsables d'un stress oxydatif. Le point de rupture est généralement au regard du col, au niveau d'une zone qui est agressée, qui est fragilisée et dans la morphologie altérée et dans la matrice extracellulaire, elle a commencé à se dégrader. En conclusion, donc, cette rupture prématurée des membranes, c'est une fragilisation progressive des membranes sous l'effet de facteurs chimiques, mécaniques et infectieux. L'intégrité et la résistance de ces membranes, elles en sortent d'un équilibre entre la synthèse et la dégradation des constituants de la matrice, essentiellement le collagène. Donc, juste, on va entrer un petit peu dans la physiopathologie. La diminution, la dégradation de la matrice, c'est une diminution de la concentration des inhibiteurs de métalloprotéinase et une augmentation, par contre, des facteurs stimulant leur synthèse, comme la thrombine, l'apoptose cellulaire, le stress oxydatif, les formes réactives de l'oxygène. Aussi, les contractions utérines associées aux modifications cervicales, mais non seulement avec la production de prostaglandines, de cytokines inflammatoires, vont favoriser aussi cette collagénolyse et fragilisation des membranes. Juste, cette étude qui a été publiée en 2017 nous montre qu'il y a une différence entre la physiopathologie de la rupture des membranes à terme et la rupture des membranes avant terme. On appelle une rupture des membranes à terme une physiologique activation of oxidative stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une activation physiologique de ce stress oxydatif sous l'effet de la diminution des réserves fœtales, du stress fœtal dû à l'accouchement, de la dilatation du muscle utérin, de la déplétion en facteurs maternels de vitamines, etc., tout au long de la grossesse, qui vont favoriser cette rupture des membranes et l'entrée physiologique en travail. Par contre, pour les ruptures prématurées avant terme, c'est comme nous avons dit, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs infectieux, environnementaux, la malnutrition, le surpoids maternel et même la race ethnique. Il y a des facteurs aussi de risque. Donc, pour résumer, les facteurs de risque majeurs sont les antécédents de rupture prématurée avant terme ou de prématurité, les anomalies cervicales préalables à la grossesse, les métrorragies, le raccourcissement du col en grossesse, les infections génitales à chlamydia ou à gonocoque et bien sûr l'infection intra-utérine. D'autres facteurs de risque qui sont mineurs, comme la situation sociale défavorisée, le faible niveau d'études, l'origine afro-américaine, le tabagisme, un âge maternel avancé, les grossesses rapprochées, la surdistension utérine, les contractions utérines qui vont favoriser ce stress oxydatif et avec l'infection, la dégradation de la matrice. Par contre, parfois, il n'y a aucun facteur de risque. Donc, la grande majorité, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de stress, il n'y a rien du tout. Mais la patiente va présenter une rupture prématurée des membranes. Il faut savoir que le risque de récurrence chez une patiente qui a eu ultérieurement une rupture prématurée de membrane, il est aux alentours de 6 à 17%, quel que soit l'âge de l'RPM index. Le Collège français, il a publié en 2018 dans l'EMC donc une mise à jour sur la rupture prématurée des membranes. Il a décrit une liste très exhaustive des facteurs de risque social, des facteurs de risque obstétrical de la rupture prématurée des membranes. Et on voit que certains facteurs de risque comme la malnutrition et le poids, ce sont des facteurs de risque qu'on peut prévenir. Donc je ne vais pas biaiser les autres communications, mais on peut agir sur ces facteurs de risque par une nutrition qui est saine, par la diminution du poids maternel. Aussi, on voit que le cerclage, il a un autre ratio qui est très augmenté de 7. Donc, quand on a un cerclage, on est très susceptible d'avoir une rupture prématurée des membranes. C'est pour cela qu'il faut examiner ces patientes, il faut faire des prélèvements vaginaux régulièrement pour dépister une infection qui sera à l'origine de cette rupture prématurée des membranes. On parle beaucoup de nos jours du microbiote, c'est la tendance, et le microbiote aussi, il est responsable de la rupture prématurée des membranes. Comment? Vous savez que la grossesse est un état physiologique d'immunodépression, donc normalement notre flore vaginale elle est très riche en lactobacilles, et nous avons remarqué que quand ces lactobacilles diminuent, donc je vais passer...
Donc, quand ces lactobacilles diminuent de 75%, regardez le risque relatif comme il tend vers le 1. Donc, ici, il y a une déplétion qui est inférieure à 75%, et le risque il va passer à 2, à 1,2, 1,8 de risque d'avoir une RPM. Par contre, quand les lactobacilles ils s'enrichissent dans la flore vaginale, regardez, le risque il est de 0,56 et 0,42. D'où il faut que l'environnement vaginal soit bien adapté et on évite bien sûr ces toilettes qui sont quotidiennes qui vont aussi agresser et aggraver notre flore vaginale. La durée du latence, comme vous voyez, le temps passe et l'eau coule de la maman. Et cette période, elle est très importante. Elle est définie par le délai entre la rupture prématurée des membranes et l'accouchement. Cette durée de latence médiane, elle est de 1,9 à 10 jours. Non, pardon, il n'y a pas de flèche. L'accouchement survient dans 48 heures suivant la rupture pour 18 à 93%, dans les 7 jours pour 56 à 96% et même dans les 28 jours pour 70 à 100%. La majorité des patientes accouchent dans la semaine. Cette durée de latence, elle diminue avec l'augmentation de l'âge gestationnel, à l'inverse de l'RPM qui survient plus fréquemment quand l'âge gestationnel augmente. Et les facteurs de risque qui associent aussi une diminution de cette durée de latence sont les grossesses multiples, les modifications cervicales, l'oligoamniose, l'infection, le décollement placentaire et la procidence du cordon. Cette étude-là, donc l'étude de 2017 qui a été faite en Amérique, donc elle a montré si l'RPM survient à 25 semaines d'aménorrhée, notre durée de latence elle est de 12 jours en moyenne, la médiane. Par contre, l'étude en France faite en 2017 pour des RPM à 36 semaines, regardez la moyenne de la durée de latence elle est de 1 jour, donc elle diminue avec l'âge gestationnel. Une autre étude intéressante qui est récemment publiée en 2021, c'est une étude exhaustive qui a concerné 26 000 accouchements et ils ont retenu 174 accouchements entre 22 et 32 semaines et ils ont collecté tous les caractéristiques et les éléments de ces patientes qui ont fait cette rupture prématurée des membranes entre 22 et 32 semaines et finalement ils ont conclu que les contractions utérines, la dilatation du col et plutôt cette ouverture du canal cervical et de l'orifice interne du col et les CRP qui est élevé sont donc associés à une durée de latence inférieure à 7 jours. Et bien sûr, quand on dit contraction, on dit une diminution de la dilatation du col et une CRP positive. Donc, c'est bien sûr l'infection qui va diminuer cette durée de latence. Le diagnostic, comme vous savez tous que le diagnostic, c'est un diagnostic clinique sur cet écoulement qui est liquide, qui est transparent, qui est chaud, qui est intarissable. Dans 3 quarts des cas, le diagnostic il est facile, ça ne nécessite pas de diagnostic complémentaire. Dans quelques cas, on est obligé de faire l'examen au spéculum à cette patiente et l'écoulement il est incertain. Dans 50% des cas, là, il y a l'indication de ces tests immunochromatographiques pour la détection des protéines comme l'insulin growth factor ou le placental microglobuline qui sont des protéines spécifiques de ce liquide amniotique. Et vous savez tous l'amniosure qui est disponible dans quelques structures hospitalières, mais c'est surtout il est disponible dans les structures privées. Passons aux complications materno-fétales, donc je vais les citer sans trop entrer dans les détails. Les 2 complications principales majeures de cette rupture prématurée de la membrane sont la prématurité et l'infection intra-utérine. Il y a d'autres complications fétales comme la procidence du cordon, le décollement placentaire, maternelle, sepsis, endométrie, troubles thromboemboliques et bien sûr, n'oublions pas les conséquences psychologiques de cet RPM, de cet accouchement qui peut être imminent avec une prématurité forte qui va jouer sur la psychologie de la maman. Les complications fétales, vous voyez l'image d'un nouveau-né qui est déformé. Donc, cette oligoamniose va être responsable d'une arthrogrypose, de déformation. On cite le syndrome du tétrade de Potter qui associe un retard de croissance intra-utérin, une hypoplasie pulmonaire, des déformations des membres inférieurs, qui est la conséquence d'une rupture prématurée prolongée.
Autre complication fétale, la leucomélasie périventriculaire, l'entérocolite nécrosante, et entre guillemets, on peut être responsable en mettant les patientes sous augmentin. Donc, on va voir pour l'antibioprophylactie, il faut bien choisir le médicament et la nature de l'antibiotique. La rétinopathie du prématuré, qui peut être responsable d'une cécité à vie. Donc, quand même, ces complications sont assez graves pour le fœtus. Le risque de complications, bien sûr, diminue avec l'augmentation de l'âge gestationnel, mais l'hypoplasie pulmonaire qui est présente dans 1,7 à 29% reste une complication aussi qui dépend de la précocité, du volume résiduel de liquide pulmonaire, de la longueur de latence, et elle est responsable d'une mortalité de 50 à 100%. Nous voyons cette étude qui a été publiée en 2017. C'est une étude qui est intéressante. Elle a parlé de l'apport des ratios pulmonaires échographiques. Donc, on peut détecter échographiquement cette hypoplasie pulmonaire. Et vous voyez ici, cette hypoplasie pulmonaire, elle est plus fréquente chez les patientes qui ont donc un temps de lastance augmenté de 39, qui ont un poids fœtal qui est faible de 600 kg et où l'RPM elle est survenue très précocement aux alentours de 19 semaines d'aménorrhée. Ce sont des facteurs de risque de la rupture prématurée des membranes. Et vous voyez, la prise en charge, elle est lourde. Donc 81 jours de ventilation invasive. On a utilisé 25 sur 35 fois le surfactant. Quand même, il faut une prise en charge assez complexe et qui nécessite bien sûr une maternité niveau 3. Donc, la rupture prématurée des membranes, je vais un peu parler d'un sujet qui a été longuement pris dans les dernières recommandations de 2018 du collège. Ce sont les prématurités en préviable. Qu'est-ce que ça veut dire en préviable? Ce sont les RPM qui surviennent à partir de 14 avec une borne supérieure à 24 à 25 semaines. Est-ce qu'à 14 à 15 semaines, on va interrompre cette grossesse ou on va poursuivre cette grossesse? Eh bien, les études ont remarqué qu'après une rupture prématurée préviable, la quantité de liquide amniotique est satisfaisante dans 50 à 60% des cas. L'accouchement dans la semaine survient dans 23 à 53%, absence d'accouchement dans 35% dans les 2 semaines après la rupture. Bien sûr, l'existence d'anugoléoamnios à l'échographie, c'est un risque accru de latence courte. L'antibioprophylaxie, elle est recommandée à l'admission en cas de rupture prématurée des membranes avec long terme. Elle va diminuer la morbidité néonatale et maternelle. Et j'ouvre la parenthèse, il faut bien choisir les molécules parce que, je répète que l'amoxicilline plus l'acide clavulonique, c'est un facteur de risque important d'entérocolite hémorragique chez le nouveau-né. L'amnio-infusion, elle est non recommandée, on n'en parle plus. L'RPM préveillable, quand elle se fait suite à une amniosynthèse, elle est de meilleur pronostic. Et l'administration du sulfate de magnésium, elle est recommandée si on est à un âge gestationnel inférieur à 32 semaines d'aménorrhée. L'administration d'une tocolyse, elle est non recommandée. Le taux de survie néonatale, il est de 17 à 55% chez ces patientes-là qui ont une RPM en préviable. Le taux de survie sans morbidité, il est de 26 à 63%. Donc, c'est des chiffres qui sont importants. Et cette survie, elle augmente avec l'augmentation de l'âge gestationnel et elle diminue en présence d'oligoamnios, bien sûr, à cause de l'hypoplasie pulmonaire. Le pronostic finalement néonatal, il est déterminé par l'âge gestationnel de naissance. La prolongation de la durée de latence, ce n'est pas un facteur de mauvais pronostic. Au contraire, c'est un facteur qui est bénéfique pour l'enfant, qui va compléter un petit peu sa croissance et donc permettre une meilleure adaptation à la vie après l'accouchement. Donc, cette problématique de rupture prématurée, c'est la cause majeure de prématurité, morbidité et mortalité de l'enfant. Donc, il faut une prise en charge anténatale adéquate. Comment on va accoucher ces patientes? Donc, la période de latence prolongée, elle est non associée à une augmentation de risque de complications néonatales, on l'a déjà dit. Il ne faut pas déclencher avant 34 semaines si on n'a pas de complications, ni un problème infectieux, ni un problème maternel, ni un problème fœtal. Donc, on peut continuer la surveillance. Et cette rupture prématurée des membranes après 37 semaines avec l'attitude expectative, elle a permis moins de césariennes, moins de détresse respiratoire néonatale, plus d'infections
infection intra-utérine, oui, mais sans impact sur le sepsis néonatal. Elle est dans un milieu hospitalier, elle est surveillée, cette patiente. Et donc, on dira qu'avant 37 semaines, on fera une expectative en cas de rupture prématurée non compliquée. Je vais terminer, mais vous allez commencer et entamer votre journée de rupture prématurée des membranes. Donc, vous allez survoler toute cette pathologie avec ses mauvais côtés et ses bons côtés. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, Dr Belrif. Bon, s'il y a des questions dans la salle. Il y a des questions. Oui. C'est clair. Bon, voilà, merci. Merci, madame, pour cette belle présentation qui a survolé toute la problématique de la rupture prématurée de membrane, de facteurs de risque au diagnostic jusqu'à prise en charge. Et il y a toujours ces deux problèmes que tu as soulevés déjà, la prématurité, l'RPM, avant 24 semaines d'aménorrhée. Donc, qu'est-ce que vous faites pour la Société tunisienne de gynécologie obstétrique? C'est quoi la recommandation? Et pour le déclenchement, pour l'RPM, quel terme vous déclenchez directement ou il y a l'expectative jusqu'aux 37 semaines d'aménorrhée? Il n'y a pas de recommandations qui sont publiées par la STGO actuellement, mais dans notre pratique courante et dans mon service, notre service de Charnicole, à partir de 18, on n'a pas eu de 14, 18, 19 semaines, la vérité, on a commencé une attitude expectative, bien sûr avec une quantité de liquide amniotique qui va permettre cette expectative-là, avec une surveillance armée, un bilan infectieux, une échographie morphologique pour voir est-ce que le parenchyme pulmonaire il est assez suffisant pour une adaptation. On met ces patientes-là sous antibuprophylaxie pendant 7 jours en attendant d'avoir notre prélèvement vaginal, en attendant notre CBU, et on a eu de très très bons résultats. On a une patiente qui a accouché, qui a eu une rupture prématurée à 18 semaines. Elle a accouché, oui, à 32 semaines, mais c'était un fœtus qui est viable, qui a été pris en charge dans notre service de néonatologie. Actuellement aussi, on a eu un médecin qui a eu une rupture prématurée à 19 semaines. C'est une grossesse qui est cerclée, d'accord? Et on a gardé le cerclage parce qu'actuellement, il n'y a aucune recommandation d'enlever ce cerclage-là. Donc, juste, il faut dépister l'infection. Et maintenant, elle est à 34 semaines et on poursuit, donc la surveillance jusqu'à, idéalement, 37 semaines. Donc, pour avoir une maturité pulmonaire, bien sûr, ces patientes-là, il y a un repos, malgré qu'il n'est pas très recommandé, mais ils sont en repos pour diminuer cette quantité de liquide qui va s'échapper. Il y a une quantité de liquide qui est aux alentours d'un index amniotique de 2 à 3 cm et nous avons de très, très, très bons résultats. Et d'ailleurs, nous allons travailler sur ça, nous voulons publier ça pour encourager toutes les structures hospitalières à adapter cette attitude expectative à partir, disons, de 14-15 semaines. Comme la littérature l'indique, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de complications. Le déclenchement, s'il n'y a pas de complications, c'est 37-36 semaines révolues. 37 semaines. Parfois, si l'index amniotique il est bon, le poids fœtal il est bon, le liquide il est bon, on va jusqu'à 38 semaines. Merci. C'est juste pour répondre à mon ami Dr Abdi, la société tunisienne est en train de réfléchir, comme elle a fait pour d'autres pathologies, notamment pour tout ce qui est syndrome vasculo-rénal, la myomectomie, la césarienne, etc. On va essayer de faire éventuellement des recommandations. Maintenant, pour revenir, toi et moi, nous sommes un peu vieux, on était très agressifs dans le temps quand il y avait cette rupture prématurée préviable. Maintenant, dans le service, on est de plus en moins. Mais je pense qu'il faudrait être aussi agressif quand on est en présence d'une complication. Ça veut dire si tu as une hyperleucocytose ou de la fièvre ou alors une CRP qui est en train de monter, là, bon, il y a un risque infectieux qui prédomine. Mais sinon, on ne déclenche pas, on surveille. À la moindre complication, il faudrait extraire éventuellement le bébé. Mais ça, cette décision-là, en fin de compte, dépend de deux choses. Dépend de structures dans lesquelles on travaille, c'est-à-dire ce service dit au néonat. On ne peut pas prendre une décision personnelle. Il faudrait incriminer et les parents
Et puis le service de néonat, parce que c'est lui qui va s'occuper éventuellement de... Bon, nous, on a la chance d'avoir un service de néonat dirigé par Madame Ben Hamida, qui est juste à côté, et qui nous rend énormément service. De la même chose pour le centre de néonat à la Rabta. Bon, si vous permettez, ne pensez-vous pas que les TV aussi sont l'un des facteurs de risque pour l'RPM? Oui, à répétition. Oui, je n'ai pas parlé des touchés vaginaux, mais il ne faut pas les faire. On les fait qu'en cas de douleur ou entrée en travail, mais on ne fait pas de toucher vaginal exhaustif. Donc, pour le diagnostic, s'il y a l'écoulement, il est franc, il est transparent. Avec à l'échographie, on a un liquide qui est diminué, on fait un fora, un petit pH, c'est tout, ou un examen au spéculum pour faire une amnouchour, mais on évite de faire les touchés vaginaux chez ces patientes. On fait la mesure du calibrage du col échographiquement par voie subienne avec une vessie pleine pour éviter tous ces contacts avec la flore vaginale. On fait notre prélèvement vaginal, on essaie qu'elle ne fait pas beaucoup de toilettes, etc. pour ne pas irriter. Et on met pour ces patientes-là dont je vous ai parlé pour notre expérience, une garniture stérile qui est faite à l'hôpital. Donc oui, maintenant, nous, on est capable dans une maternité niveau 3 pour gérer ces ruptures prématurées des membranes préviables. Je comprends pour une maternité niveau 2, niveau 1, c'est un peu difficile, mais regardez nos collègues en France, ils commencent même à réfléchir que l'hospitalisation n'est pas systématique si la patiente elle est bien cortiquée. Donc elle fera son bilan une fois par semaine, elle viendra, elle fera l'échographie, elle fera son bilan infectieux et elle va partir chez elle et elle va bien sûr, c'est la sensation des mouvements actifs fétaux, etc. On va jouer sur ça. Mais nous, qu'un début pour notre pays, ça sera comme a dit le Dr Makhlouf, ne plus être agressif vis-à-vis de ces RPM préveyables, les laisser continuer si on n'est pas en complication, et à petit les choses vont changer et on va adapter cette situation dans toutes les maternités, dans toute la Tunisie, et pourquoi pas, comme la grossesse extra, on met le traitement médical, la patiente prend son métaux et rentre chez elle. Pour les RPM, ces RPM préveyables sans complications pour les patientes cortiquées et les patientes qui sont proches d'un centre de maternité, rentrer chez elles et faire la surveillance chez elles en collaboration avec le service à l'hôpital. Inch'Allah.